Madame, Monsieur, bonsoir. Avant de débuter ce journal, toute l'équipe de TV Liberté se joint à moi pour rendre hommage à Bernard Gantois qui vient de nous quitter à l'âge de 80 ans. Esprit libre et visionnaire, il était un ami dévoué et un bienfaiteur de TV Liberté. Et pour commencer cette édition, la Russie entend mettre en place une zone tampon à sa frontière avec l'Ukraine. Nous évoquerons ensuite la tentative de sauvetage en cours de la radio Free Europe, Radio Liberty par l'Union européenne après la suspension des subventions par Washington. Et nous reviendrons sur le débat du texte euthanasie à l'Assemblée nationale. Les députés votent et laissent la porte ouverte à de nombreuses dérives. Alors que les négociations semblent au point mort, Vladimir Poutine annonce la mise en place d'une zone tampon avec l'Ukraine. Explication. 2 districts de la région de Chita, comme précédemment indiqué, restent en zone de danger. Comme je l'ai dit plus tôt, il a été décidé de créer une zone tampon de sécurité nécessaire le long des frontières. Nos forces armées travaillent activement à cette mission en ce moment. Une zone tampon pour sécuriser les frontières. Jeudi, le président russe Vladimir Poutine a annoncé lors d'une réunion gouvernementale par visioconférence la création d'une zone tampon de sécurité le long de la frontière entre la Russie et l'Ukraine. Cette décision, présentée comme une mesure visant à protéger les territoires russes frontaliers, s'inscrit dans un contexte de tensions persistantes entre les deux pays, marqué par des affrontements armés et des attaques de drones, dont une dans la nuit de jeudi à vendredi avec une centaine d'engins interceptés par Moscou et des aéroports moscovites paralysés. L'objectif principal, selon Vladimir Poutine, est de réduire les risques d'attaques ukrainiennes contre les régions russes, notamment les oblasts de Koursk, Belgorod et Briansk. Les points de tir ennemis sont neutralisés. Le travail se poursuit en ce moment, bien sûr, en tenant compte de la situation dans les régions de Koursk, Belgorod et Briansk. Nous devons nous déployer à proximité immédiate de la ligne de front. C'est le cas dans la région de Briansk. Les oblasts de Koursk, Belgorod et Briansk ont été particulièrement touchés par le conflit. Reste à voir en quoi consistent ces zones tampons. Une zone tampon, dans ce contexte, désigne une région géographique délimitée située à la frontière entre deux parties en conflit, destinée à créer une séparation physique pour réduire les affrontements directs et protéger les populations civiles ou les infrastructures. Selon les déclarations de Vladimir Poutine, cette zone viserait à neutraliser les points de tirs ennemis et à empêcher les incursions de groupes armés ou d'attaques par drone qui, d'après lui, ciblent souvent des civils et des infrastructures non militaires comme des ambulances ou du matériel agricole. Bien que le président russe n'ait pas précisé l'emplacement exact, la superficie ou le calendrier de cette zone, il a indiqué que les forces armées russes étaient déjà mobilisées pour accomplir cette tâche. Cette absence de détails laisse planer une certaine ambiguïté sur la nature exacte de la zone qui pourrait être établie soit en territoire ukrainien, soit sur le sol russe, comme l'a suggéré en réponse le porte-parole du ministère ukrainien des Affaires étrangères, Oheri Tiki. L'idée d'une zone tampon n'est pas nouvelle. Le Kremlin avait déjà évoqué cette possibilité à plusieurs reprises, notamment en 2024, lorsqu'il avait mentionné la création d'une telle zone dans la région ukrainienne de Kharkiv pour protéger Belgorod des attaques. Les récents événements dans la région de Koursk, où des forces ukrainiennes ont occupé plusieurs localités à partir d'août 2024, ont renforcé la détermination de Moscou à sécuriser ses frontières. Depuis mars 2025, l'armée russe a repris le contrôle de cette région, libérant des villes comme Soudja grâce à des opérations audacieuses, notamment l'utilisation d'un gazoduc désaffecté pour pénétrer les lignes ukrainiennes. Ces succès militaires qui ont coûté à l'Ukraine, selon le chef d'état-major russe Valery Gerasimov, plus de 76 000 hommes tués ou blessés, ont permis à la Russie de consolider sa position dans ces zones frontalières. L'annonce de cette zone intervient dans un contexte diplomatique tendu. Les efforts pour un cessez-le-feu, notamment après des pourparlers à Istanbul en mai 2025 et des discussions impliquant des acteurs internationaux comme le président américain Donald Trump, n'ont pas abouti à des avancées significatives. En somme, la création de cette zone s'inscrit dans une stratégie plus large de protection des intérêts russes, mais semble aussi témoigner d'une rupture qui pourrait être longue avec l'Occident européen, comme en témoignent aussi les mouvements militaires à la frontière finlandaise. Si tous ces mouvements visent officiellement à garantir la sécurité des régions frontalières, ils pourraient également compliquer les perspectives de négociation dans un contexte où les différentes parties restent profondément divisées. Bruxelles veut sauver l'organe de propagande américain Radio Free Europe, Radio Liberty, dont Donald Trump a coupé le budget. Un signe qui ne trompe pas du transfert de l'État profond occidental de Washington vers
Bruxelles. 6 millions de dollars pour sauver Radio Free Europe et Radio Liberty. C'est une situation ubuesque qu'Kaja Kallas et l'Union européenne volent au secours de l'organe de propagande américain auquel Donald Trump a mis le coup de grâce. Le 20 mai dernier, l'Estonienne, prétendue chef de la diplomatie européenne, a affirmé qu'à l'heure où le contenu non filtré se développe, le journalisme indépendant est plus important que jamais. Un qualificatif qui choque tout particulièrement Stanislas Tarnowski, rédacteur en chef du magazine d'enquête Omerta, dont le dernier numéro revient sur les rapports de force entre Trump et l'Union européenne. Alors on a affaire, comme d'habitude, avec nos dirigeants européens à un langage totalement orwellien en réalité, puisque Mme Kallas nous parle de médias indépendants, alors que Radio Free Europe est une émanation directe du gouvernement des États-Unis. C'est un média qui a été créé pendant la guerre froide par la CIA pour faire de la contre-propagande en direction des pays du bloc de l'Est, parler de démocratie, de liberté, etc., aux populations sous le joug communiste. Quand le rôle de la CIA a été mis à jour dans Radio Free Europe, ce média a été repris en main par le US Agency for Global Media, donc une émanation directe du gouvernement américain. Donc voilà ce qu'elle appelle un média indépendant. Il s'agit en fait ni d'un média indépendant, ni d'une ONG qu'on peut financer à volonté. L'administration Trump veut démanteler les institutions jugées bureaucratiques qui ne correspondent plus aux intérêts stratégiques des États-Unis. Le nouveau président américain a signé en mars dernier un décret supprimant la majeure partie du financement du média dans le cadre du programme DOGE d'efficacité gouvernementale piloté par Elon Musk. Musk qui a publiquement appelé à la fermeture de Radio Free Europe, mais aussi de Voice of America, reprochant à ces médias de n'être écoutés par personne et de n'être animés que par des fous de la gauche radicale qui ne parlent qu'entre eux et dilapidant ainsi un budget d'1 milliard de dollars. Le président de RFE-RL, Stephen Capus, s'était défendu dénonçant un cadeau massif aux ennemis de l'Amérique, laissant entendre que Donald Trump nuisait donc à son pays. Depuis la coupe budgétaire d'Elon Musk, le personnel du média est au chômage partiel et ses programmes sont suspendus. Un juge de Washington a tenté d'annuler la décision de l'administration Trump, mais une cour d'appel a interrompu le déblocage des fonds. Mais qu'à cela ne tienne, Kaja Kallas a donc annoncé cette aide financière de l'Union européenne, la qualifiant de financement d'urgence à court terme pour soutenir la mission vitale du média américain. Cette enveloppe permettra de maintenir ces opérations dans les pays relevant de la sphère d'intérêt de Bruxelles, notamment la Russie, la Biélorussie, l'Iran et plusieurs États d'Asie centrale. Kallas a reconnu que Bruxelles ne pourrait pas compenser intégralement la perte du financement américain, mais a exhorté les États membres à apporter un soutien supplémentaire, chose déjà faite par la Suède la semaine passée, qui a déboursé 2 millions de dollars, une tentative européenne qui en dit long sur les transferts vers l'Europe de l'État profond américain, selon Stanislas Tarnowski. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a affaire à une ingérence directe de l'Union européenne dans les affaires américaines, puisque, comme on l'a vu, Radio Free Europe est une émanation directe du gouvernement américain. Plus largement, on se rend compte que l'Union européenne est en train de devenir une sorte de base de repli pour les démocrates, pour l'État profond démocrate et progressiste américain, qui est en train de se faire purger aux États-Unis par Donald Trump, qui veut avoir les mains libres et ne pas renouveler les erreurs de son premier mandat. Habitués à suivre les ordres de Washington et une ligne atlantiste, les élites européennes sont totalement désemparées par l'arrivée de Donald Trump, et elles ne savent plus quoi faire. L'euthanasie au bord de la légalisation tout au long de la semaine et jusqu'au mardi 27 mai, les députés font avancer la proposition de loi et valident les potentielles dérives les plus inquiétantes. Le point avec Renaud de Bourleuf. La piqûre mortelle avance à l'Assemblée nationale. Les débats se sont poursuivis ce vendredi. Déjà samedi 17 mai, les députés ont adopté l'article qui définit ce qui est appelé « droit à l'aide à mourir ». Le mot « euthanasie » n'est même pas employé. Moi, je fais partie de ceux qui regrettent qu'on ne nomme pas les choses. L'aide à mourir, oui, mais précisons les choses. Il y a quand même bien un suicide assisté ou le recours à l'euthanasie. Les mots ont un sens et je crois qu'il faut quand même le rappeler. À force de vouloir mettre la poussière sous le tapis, on ne dit pas les choses. Premier point. On a une loi qui est sur les droits à mourir, d'une certaine manière, qui parle d'euthanasie et de suicide assisté. À aucun moment, on dit clairement les choses. Quel mépris pour la société française. Dans le texte, ce droit consiste, je cite,
autoriser et accompagner une personne qui en a exprimé la demande à recourir à une substance létale dans les conditions et selon les modalités prévues. Mardi, c'est un autre article qui a été adopté, celui qui définit les 5 conditions cumulatives pour qu'un malade soit éligible à l'euthanasie. Pour être piqué, il faut être majeur, de nationalité française ou résident légal, être atteint d'une affection grave et incurable en phase avancée ou terminale, présenter une souffrance physique ou psychologique et être en capacité de manifester sa volonté de façon libre et éclairée. Plusieurs points ont suscité des discussions. La question de la phase avancée pose des problèmes par son caractère flou. Un amendement a été adopté pour donner la définition suivante. C'est l'entrée dans un processus irréversible marqué par l'aggravation de l'état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, ce qui finalement aggrave l'ambiguïté. Un autre problème est celui de la temporalité. La phase avancée ne se définit pas par une durée concrète, ce qui ne pose pas de problème au rapporteur du texte, le député Les Démocrates de Charente-Maritime, Olivier Falorni. Par ailleurs, il est évidemment nécessaire de rappeler que la Haute Autorité de Santé l'a rappelé à cette occasion, qu'aucun pays européen n'a reconnu un critère d'ordre temporel. Et donc, elle souligne que la notion de phase avancée n'est pas une donnée purement temporelle. C'est peut-être en partie ce qui explique l'explosion du nombre d'euthanasies dans ces pays. À titre d'exemple, aux Pays-Bas, il y a eu en 2003, première année de légalisation, 1815 euthanasies. Ce chiffre est passé à 4188 en 2012 et à 9068 en 2023. Un autre point qui a été longtemps discuté est celui de la souffrance psychologique. On revient sur cette notion de souffrance psychologique. Il n'y a pas de hiérarchie dans la souffrance, effectivement, mais toutefois l'ouverture de l'euthanasie ou du suicide assisté à des personnes dont la souffrance psychologique serait insupportable risque de donner lieu à de nombreuses dérives. En effet, ces dérives sont observées particulièrement en Belgique. Ainsi, en 2015, c'est une femme de 25 ans qui a reçu la piqûre fatale pour une dépression. Plus tard, en 2023, une femme de 23 ans a elle aussi demandé la mort en raison de son traumatisme lié aux attentats de Bruxelles de 2016. Jeudi, dans une tribune publiée par Le Figaro, plus de 600 psychologues, psychiatres et psychanalystes lancent l'alerte sur cette inclusion de la souffrance psychologique dans les critères et pointent cette contradiction qui vise à mener des politiques de prévention du suicide et à légaliser cette mort provoquée. Ils évoquent ce message terrible selon lequel certaines vies ne vaudraient plus la peine d'être vécues. Des amendements ont été rejetés comme celui qui visait à parler de souffrance physique et psychologique et non plus physique ou psychologique. En l'état actuel du texte, on peut se demander si la dépression ou le mal-être peut être considéré comme un critère. Quoi qu'il en soit, une explicitation de ce point pourrait avoir lieu après que la poussière ait été mise sous le tapis quelque temps. De même que certains élargissements sont à craindre, comme l'ancien député socialiste Jean-Louis Touraine, promoteur de longue date de l'euthanasie, l'assume lui-même ouvertement. Pour obtenir tout cela, on n'obtiendra pas tout de suite dans la première loi, parce que vous avez vu la frilosité que notre pays véhicule sur ces questions-là. Il faut obtenir le plus possible. Et surtout, une fois qu'on aura mis le pied dans la porte, il faudra revenir tous les ans et dire on veut étendre ça. Parce que je ne vous apprends pas quelque chose, probablement à la plupart d'entre vous, dans la première loi, il n'y aura pas les mineurs. Dans la première loi, il n'y aura pas les maladies psychiatriques. Dans la première loi, il n'y aura même pas les maladies d'Alzheimer. Sur la deuxième et la troisième catégorie, on peut déjà se poser la question d'une inclusion implicite de ces personnes dans le texte. Depuis mardi soir, les députés examinent maintenant la procédure de l'acte, de la demande du patient, à sa mise en œuvre éventuelle. Lors de la discussion de cette partie du texte, qui s'est poursuivie ce vendredi, les députés ont renforcé la collégialité entre professionnels de santé dans la phase d'examen de la demande du patient. Les parlementaires ont adopté un amendement destiné à imposer un délai maximum de 15 jours pour la notification de la décision du médecin. En revanche, un amendement visant à imposer un délai minimum de 48 heures a été rejeté. Un autre amendement visant à s'assurer qu'en cas de doute sérieux sur le discernement de la personne, le médecin consulte dans le cadre de la procédure collégiale un psychiatre ou un neurologue a été rejeté. Plus inquiétant encore, 10 amendements demandant l'exclusion des personnes handicapées mentales du texte euthanasie ont été rejetés. Concrètement, le texte ne comporte pour elles aucune protection juridique, aucune information spécifique, aucune consultation des professionnels médico-sociaux les entourant, aucune mesure pour s'assurer de leur discernement fragile, ni aucune possibilité pour l'entourage de former un recours contre la décision d'euthanasie. Avec cette mouture du texte et au vu de ce qui a été adopté, le pied a déjà largement ouvert la porte. L'actualité en bref en France. Attaque sur la liberté de choisir ses moyens de paiement.
Jeudi, le garde des Sceaux Gérald Darmanin a évoqué devant les sénateurs l'idée de mettre fin à l'argent liquide. Le prétexte, lutter contre le trafic de drogue et mettre ainsi fin au point de deal. Le ministre l'a évoqué lors d'un aveu d'impuissance sur ce sujet. Nous trouvons assez peu d'argent finalement, quasiment pas d'argent liquide, alors que nous évoquons, et le Sénat lui-même dans son rapport évoqué entre 3 et 6 milliards d'euros que représentait la drogue dans le marché français. On doit saisir quelques dizaines de millions d'euros tout au plus. Et encore, lorsqu'on était au service ministère de l'Intérieur avec les douanes et les services fiscaux. Encore moins, nous comprenons difficilement des réseaux de sortie de cet argent, comme vous l'avez dit, du territoire national. La question du recours aux crypto-monnaies dans la criminalité organisée a été survolée par Gérald Darmanin. L'impasse a été faite sur celle des paradis fiscaux. La question de l'application des obligations de quitter le territoire français, les OQTF, n'a pas été évoquée non plus. Un sujet pourtant d'actualité, alors que parmi les clandestins expulsés puis renvoyés chez nous par avion d'Algérie, en début d'année, l'un d'eux était un trafiquant de drogue. Si l'efficacité de la suppression de l'argent liquide suscite des questions, la crainte de voir une société de surveillance avec chaque paiement tracé à l'aune de l'euro numérique est sur la table. François Bayrou entend les coups de klaxon des chauffeurs de taxi. Samedi, le Premier ministre va recevoir les représentants du secteur avec le ministre des Transports. Depuis lundi, une grève se déroule pour s'opposer à un projet de nouvelle tarification de l'assurance maladie sur les transports de malades par des chauffeurs de taxi conventionnés. L'objectif est de contrôler la croissance des dépenses de transport sanitaire. Problème, c'est sur ces trajets que certains réalisent une part importante de leur chiffre d'affaires, parfois jusqu'à 90%, a fortiori dans les petites villes. D'autre part, le projet de réforme prévoit que les malades ne puissent plus choisir leur taxi. Jeudi, 1700 taxis se sont mobilisés en France, dont 960 à Paris. À Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques, la ville de François Bayrou est devenue l'un des centres de la mobilisation avec quelques centaines de taxis. À Marseille, les affrontements entre socialistes et LFI devant les juges. Jeudi, 2 ans de prison avec sursis contre Sébastien Gibrayel, ancien maire adjoint socialiste de Marseille, ont été requis. Il est poursuivi pour des violences contre 2 militants de la France Insoumise, venus coller des affiches dans les quartiers nord de la cité phocéenne. En mars, le maire d'Hiver Gauche de Marseille, Benoît Payan, avait retiré à Sébastien Gibrayel sa délégation et l'ensemble de ses responsabilités municipales. 18 mois de prison avec sursis ont aussi été requis contre Henri Gibrayel, le père de l'intéressé, un ancien député socialiste des Bouches-du-Rhône, qui aurait indirectement participé au passage à tabac. Les 2 hommes auraient invité un professeur de boxe à tabasser les militants LFI, donnant leurs instructions à proximité. À 26 ans et sur le toit du monde, Constance Scherer est devenue le 19 mai 2025 la plus jeune Française à conquérir l'Everest et ses 8849 mètres, dépassant le record d'Hélène Drouin, 27 ans, en 2021. Cette Strasbourgeoise avait relevé le défi pour honorer la dernière volonté de son père, décédé d'un cancer lorsqu'elle avait 9 ans. Après le Kilimandjaro, l'Aconcagua, le Denali et l'Everest, elle relate une ascension éprouvante sous moins 40 degrés et des vents de 50 km/h. Prochain défi, l'Elbrus dans le Grand Caucase en Russie, puis le massif Vinzon dans l'Antarctique et le mont Kosciuszko dans le sud-est de l'Australie. L'actualité internationale en bref. La plus célèbre université du monde, temple du mondialisme dans le viseur de l'administration Trump. Jeudi aux États-Unis, le ministre de la Sécurité intérieure a annoncé le retrait pour l'université Harvard du droit d'accueillir des étudiants étrangers. Une décision assortie d'un ultimatum. Si Harvard veut retrouver ce droit, elle doit fournir dans les 72 heures des informations dont elle disposerait sur d'hypothétiques activités illégales de ses étudiants étrangers dans les 5 dernières années. Depuis le début de la présidence Trump, l'université Harvard fait l'objet de mesures restrictives. L'université, située sur la côte Est, a fait beaucoup de zèle dans les programmes diversité, équité et inclusion qui visaient notamment à favoriser le lobby LGBT. La retraite à 70 ans dès 2040. L'âge de la retraite au Danemark passera à 70 ans contre 67 ans actuellement, selon une loi adoptée jeudi par le Parlement danois avec 81 voix pour et 21 seulement contre. Cette mesure indexée sur l'espérance de vie depuis la réforme de 2006 prévoit des étapes progressives, 68 ans en 2030 puis 69 ans en 2035. Le Premier ministre social-démocrate Mette Frederiksen a toutefois exprimé des réserves sur l'automatisation de ces hausses, suggérant une révision du système une fois les 70 ans atteints. Cette décision, qui vise à adapter le système de retraite à l'allongement de la vie, a été largement soutenue au Folketing, le parlement monocaméral danois. Le poids des mots, le mensonge des photos. Le World Press Photo a suspendu l'attribution de la célèbre photographie Napalm Girl à Nick Hutt, récompensé en 1973 suite à un documentaire The Stringer
qui suggère qu'un autre photographe, Nguyen Thanh Nge, en serait l'auteur. Cette décision, sans preuve définitive, secoue le monde du photojournalisme. L'enquête d'Associated Press, bien que reconnaissant des incertitudes, maintient le crédit à Hutt, faute d'éléments concluants. Un témoin clé affirme que seul Hutt pouvait prendre ce cliché emblématique de la guerre du Vietnam, capturant Phan Thi Kim Phuc, fuyant un bombardement américain au napalm. La polémique alimentée par des accusations tardives et l'absence de transparence du documentaire divise. À l'heure des fausses informations dopées par l'intelligence artificielle et des réseaux sociaux, ce scandale montre que le monde médiatique n'a pas attendu le XXIe siècle pour dérailler. Debout les damnés de l'airplane. Dès 2026, plusieurs compagnies aériennes à bas coût, dites low cost, européennes, introduiront les sièges Skyrider 2.0, des perchoirs à mi-chemin entre assise et station debout, conçus par le fabricant italien Avionteriors. Ces sièges semblables à des selles de vélo fixées au sol et au plafond promettent des billets à prix cassé dès 1 à 5 € pour des vols de moins de 2 heures. Plus légers que les sièges traditionnels, ils réduisent la consommation de carburant et permettent d'accueillir jusqu'à 20% de passagers supplémentaires. Ryanair, fervent défenseur de cette innovation, envisage d'installer 10 rangées à l'avant de ses avions. Si les sièges passent tous les tests de sécurité, les avis divergent. Certains saluent les tarifs imbattables, d'autres déplorent l'inconfort, surtout pour les grands gabarits. Pour les courts trajets comme Madrid-Lisbonne, cette option pourrait séduire les voyageurs économes à condition d'accepter la position induite. Ce soir, tête à clash et demain pour le samedi politique, Élise Blaise reçoit le journaliste de Putsch Média Nicolas Vidal pour évoquer l'impunité de l'oligarchie incarnée par Emmanuel Macron. Dimanche, contre-enquête et terre de mission. Enfin, lundi dès 7h, retrouvez un zoom sur l'art du dressage avec l'éducateur canin Verwolf Caneuf. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Bonne fin de semaine. À lundi.